Salut à tous et bienvenue sur ce premier podcast dédié à Dragon Ball, en sachant qu'il y aura des podcasts dédiés à plein d'autres choses, mais là dans l'immédiat, j'ai décidé donc de rester sur le thème de la chaîne puisqu'on fait du Dokkan Battle et donc de commencer ce premier podcast dans cet univers que je connais plutôt bien, sur lequel je suis plutôt à l'aise et sur un sujet qui me tenait à cœur et avec lequel j'avais envie de partager avec vous. Sachez que, par l'intermédiaire des commentaires, vous avez l'occasion de me partager votre avis, de me donner vos avis, vos ressentis, les choses qui sont peut-être similaires à ce que j'ai pensé ou au contraire qui sont différentes. C'est l'objectif de ce podcast. Sachez également que en tant que podcast, il est fait pour être avant tout écouté. Donc il n'y aura pas réellement beaucoup d'illustrations pour accompagner mes dires. Donc vous pouvez vous installer librement, faire ce que vous avez envie, je ne sais pas, une partie de League of Legends ou n'importe quoi, et pouvoir écouter cette vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite, et comme vous avez pu le constater dans sur la vignette et puis sur le titre qui vous a peut-être incité à cliquer sur ce podcast, on va s'attaquer au prince des Saiyans, à Vegeta. Vegeta qui est un personnage qui a pris au fur et à mesure du temps de plus en plus d'importance, qui est devenu vraiment un personnage héros à part entière dans l'œuvre de Toriyama, puis par la suite dans Dragon Ball Super et un peu dans Dragon Ball GT, mais c'est pas le seul intérêt de cette vidéo. Donc si vous attendez simplement à ce que je m'arrête sur le personnage sans plus, eh bien vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, même si on va faire un tour d'horizon du personnage, de sa naissance jusqu'à ses morts, mais également sur l'évolution de celui-ci, avant d'arriver finalement sur mon ressenti sur le personnage, dans le passé et dans le présent, pourquoi le personnage peut être considéré comme intéressant ou non. Et je pense que ça sera intéressant et déjà suffisant pour ce premier podcast qui est plus une première tentative, un bêta-test pour voir un petit peu si ce genre de vidéo peut vous plaire ou non. Donc on est parti. Vegeta, le prince des Saiyans, ou plus communément appelé désormais Vegeta 4, fils du roi Vegeta, qu'on peut apercevoir dans le film 8 de Dragon Ball Z. Ce fameux film dans lequel il y a... Attendez, je réfléchis... Dans le film 8, c'est qui ? Je sais plus. Normalement, c'est Dragon Ball Z Broly, le super guerrier, dans lequel on le voit en premier. En tout cas, c'est là où ça m'a vraiment marqué. Son père, qui est quasiment identique à Vegeta 4, donc le Vegeta que nous connaissons, à l'exception d'un bouc. Voilà, il a moustache et barbe, vraiment en forme de bouc. C'est la seule vraie différence notable. Aussi, le fait que son père a plutôt les cheveux bruns, alors que Vegeta, la majorité du temps, ils sont assez foncés, très, très noirs. Vegeta est né en 732, dans l'univers de Dragon Ball, soit 5 ans avant la naissance de Goku. C'est approximativement également la même date que Broly, si on se fie au film Dragon Ball Super Broly. Voilà, je me fie quand même à ça, puisqu'il est censé être considéré comme canon. Il est né sur la planète Vegeta, puisque l'héritier en fait de la royauté prend le nom de Vegeta. C'est pour ça qu'il s'appelle Vegeta 4, comme son père, le roi Vegeta, devait être sans doute le roi Vegeta 3. Et donc on peut imaginer, si on tourne autour de ça, qu'en fait ça doit faire à peu près 4 générations que les Saiyans ont vraiment pris le dessus sur les Tsuful, qui était l'espèce dominante de la planète jusqu'au moment où, si je me fie à Dragon Ball Z, ils ont pris le dessus en se transformant en Nozaru. Et donc du coup, voilà, ça doit faire peut-être une centaine d'années en fait que les Saiyans sont vraiment au pouvoir. Voilà. Le personnage est mort à quelques reprises. Alors, sa première mort marquante date de 762, c'est pendant la période de l'arc Namek, tué par Frieza, qui ne supporte plus de l'entendre en fait rabâcher sans cesse qu'il est le Super Saiyan, puis que Goku est le Super Saiyan, qui le termine.
et du coup il se fait transpercer le cœur et arrive tout de même à transmettre ses émotions à Goku, pleurant de rage, de frustration, d'avoir toujours été une sorte d'esclave pour Frieza, puisque aussi, enfin, il était assez jeune au moment où Frieza a exterminé son peuple et a détruit sa planète. Je dirais qu'il devait avoir aux alentours de 7 ans. À ce moment-là, il était déjà un guerrier assez redoutable, hein. On le remarque même dans des OAV qui ne sont plus aujourd'hui canon, qui n'ont peut-être même jamais été, mais si vous prenez l'OAV spécial épisode de Bardock, eh bien, on le voit justement à la fin en découvrant que la planète a été heurtée par une météorite, et voilà, il a exterminé un groupe d'extraterrestres avec Nappa, et donc du coup, il a l'air d'être assez costaud. Sa seconde mort arrive aux alentours de 767, c'est une mort alternative, c'est dans le futur de Trunks. Et dans ce futur, eh bien, il est abattu par C-17 et C-18, qui d'ailleurs exterminent quasiment toute la Z-Team, à l'exception de Gohan, qui s'occupera d'ailleurs plus tard de Trunks, même si plusieurs années plus tard, 12 ans je pense, plus tard, Gohan sera quand même finalement abattu. Il décède une nouvelle fois en 774, sur Terre, face à Boo, son sacrifice, il espère par cette manière réussir à rattraper les choses, son envie d'affronter Goku qui a permis à Boo de récupérer ses réserves d'énergie et qui est maintenant la menace. Voilà, il tente de rattraper un petit peu la boulette qu'il a fait et il décède un peu de manière triste, hein, puisque son sacrifice n'a servi à rien. Et puis finalement, il meurt en 779 sur Terre face à Frieza dans le film Fukatsu no F ou la résurrection de F. Il meurt pendant quelques secondes à peine avant que Whis fasse le turnback de 3 minutes pour permettre à Goku d'abattre Frieza avant qu'il détruise la Terre. Voilà, on a fait le tour un peu de ces décès. Il n'y a pas de mort du personnage dans Dragon Ball GT, ou en tout cas pas que je me souvienne. Alors, comme tous les Saiyans, il a une particularité. Il a les cheveux noirs et quand il se transforme en Super Saiyan, ceux-ci deviennent dorés. S'il devient Super Saiyan divin dans Dragon Ball Super, eh bien, ses cheveux tournent au rouge, et quand il maîtrise son Super Saiyan divin et qu'il peut lui appliquer le Super Saiyan en plus, eh bien, ils deviennent bleus. Ses cheveux sont noirs, deviennent turquoise en se transformant en Super Saiyan, en bleu vert quand il est en Super Saiyan 2, en rouge en Super Saiyan divin, et en bleu en Super Saiyan Blue. C'est un guerrier et il est très orgueilleux, très fier et ça le définit plutôt bien. Niveau de sa famille, eh bien tout ce qu'on en sait au niveau du personnage, c'est que son père s'appelait le roi Vegeta, qu'il a un frère qui s'appelle Tarbell. Alors est-ce que c'est du canon ou non? Ça je pourrais pas vraiment vous le dire, mais on va le considérer en tant que tel puisque ça n'a pas vraiment d'importance. Il s'est marié avec Bulma et a eu un fils suivi d'une fille à la fin de Dragon Ball. Son fils Trunks, que vous connaissez, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a connu un futur apocalyptique, et puis sa fille Bra, qui est née après la bataille contre Boo, qui est un peu, si on se fie à Dragon Ball GT, la fifi à son papa. Il aura bien entendu des descendants, si on se fie à Dragon Ball GT, Vegeta Junior, il y a Tights, et sa belle-sœur, et puis d'après les sources que j'ai appris, il y a Gulay, mais ça par contre, ça me parle pas, ça j'avoue. Mais c'est sûrement la femme de Tarbell, et c'est peut-être pour ça que justement je ne l'ai pas enregistré comme belle-sœur. Donc voilà, maintenant arrêtons-nous un peu plus sur le personnage et sur l'histoire. Le personnage de Vegeta est un personnage qui au départ est un ennemi. Il est clairement considéré en tant que tel, et Toriyama, de prime abord, ne voulait l'utiliser qu'en tant que tel. Vegeta était un ennemi, une menace très pesante sur la Terre. On en entend parler pour la première fois lors du combat de Piccolo et Goku contre Raditz, lors duquel ils ont énormément de mal et où ils parviennent, grâce à une astucieuse entraide, à l'abattre, non sans que ça coûte la vie à Goku, qui lui permet d'aller s'entraîner auprès de Kaio-sama.
À ce moment-là, eh bien, avant de rendre son dernier souffle, lui comme Goku, il annonce à nos deux chers amis, qui ne sont pas encore des amis d'ailleurs, hein, Piccolo n'ayant pas encore rejoint les rangs de la Z-Team, que c'était lui le plus faible et que d'ici 1 an, ces deux comparses rejoindraient la Terre, se serviraient des Dragon Ball qu'il a mentionné et que à ce moment-là, ils connaîtront la peur. Ça permet donc à Goku de se préparer, à Piccolo de prendre Gohan sous son aile, et on a une première vision de Vegeta avec un chara-design qui n'était pas vraiment encore défini. Il avait les cheveux bruns, même au niveau de sa voix dans la VF c'était assez horrible, et on voyait déjà que c'était un personnage qui était assez négatif, au point où il se nourrissait carrément d'extraterrestres qu'il venait d'abattre, ce qui en fait une sorte de cannibalisme, hein, d'une certaine manière, pour montrer la cruauté que le personnage pouvait faire, et à quel point il pouvait être menaçant. À peu près 1 an plus tard, hein, on n'est pas vraiment sur 1 an, je crois que c'est un peu plus tôt qu'ils arrivent, il arrive avec Nappa, et on nous montre qu'en fait, ils sont largement supérieurs à Raditz, puisqu'un Sabaiman est à peu près au niveau de Raditz, et qu'ils sont largement au-dessus justement de ces créatures qui peuvent le faire pousser dans des terres fertiles. Et tout de suite, eh bien, il y a un contraste, puisque c'est Nappa qui rentre dans le combat, Vegeta est le plus petit des deux, a l'air le plus chétif, Nappa est le plus musclé, et pourtant c'est lui qui obéit à Vegeta, ce qui met tout de suite les choses en place. Vegeta est une véritable menace, il n'a pas besoin de se salir, il pense que Nappa en est suffisamment capable, et si ce n'est pas le cas, voilà, sa fierté fait qu'il pense être capable d'évincer tout concurrent venant de la Terre. Il n'a pas totalement tort dans sa vision des choses, seulement il n'avait pas pensé à la résistance des terriens, à toutes les techniques qu'ils étaient capables de sortir, et finalement au fait que seul contre tous ses ennemis, il était peut-être pas de taille. Pourtant, ça lui permet, avec Nappa, de dominer largement ses adversaires, jusqu'à l'arrivée de Goku, qui finalement est largement capable de battre Nappa très très facilement. Il rend Nappa végétal, lui demande de quitter, et là on voit encore une facette plus sombre de Vegeta, puisque celui-ci, voyant que Nappa ne lui sert plus à rien, l'éjecte dans le ciel et le détruit. Ça vous pose les bases du personnage. Vegeta n'a pas peur de se débarrasser d'un allié si celui-ci devient un fardeau. Ça vous montre qu'en fait le personnage est vraiment froid, calculateur, et qu'il y a, pour ainsi dire, aucun amour qui peut se loger dans son cœur. C'est le personnage du mal absolu, comparé à Goku qui lui ne peut pas laisser tomber un allié. On a donc un affrontement ensuite qui s'ensuit entre Goku et Vegeta, avec un Goku qui est capable de repousser dans ses retranchements un Vegeta qui se sent être l'élite. Il n'est pas capable de concevoir que quelqu'un avec un niveau de puissance si dérisoire qu'il a été envoyé sur une planète lointaine faible soit capable de le pousser aussi loin au point de devoir utiliser la métamorphose en Ozaru qui lui donne un avantage certain sur Goku. Heureusement, Goku peut compter sur ses amis. Il va pouvoir compter pendant la bataille déjà sur ses amis décédés, Tenshinhan, Chaozu, Yamcha et Piccolo, mais il peut également compter sur Kulilin, Sangohan, son propre fils, et Yajirobe qui, malgré le fait qu'il est un peu lâche, se révèle être l'élément perturbateur, l'élément le plus important de cette bataille, puisque sans lui, eh bien, je pense que la Z-Team se serait fait dérouiller, Vegeta aurait gagné. La bataille se termine grâce à Gohan qui devient un Ozaru qui arrive à abattre Vegeta, qui utilise ses dernières forces pour lui couper la queue, mais qui subit quand même un impact. Et Vegeta tente de fuir la Terre, manqué d'être tué par Kulilin, mais Goku demande à le laisser vivre parce que il veut l'affronter, il supporte pas en fait l'idée que, et c'est sous-entendu, mais il supporte pas l'idée qu'il a pas pu le battre à la loyale, et il veut s'entraîner plus dur pour pouvoir le battre cette fois-ci sur son terrain. Et lui montrer que un Saiyan de seconde zone est capable d'abattre l'élite s'il le désire. Ça va avoir un impact sur Vegeta, un impact crucial, puisque là, les doutes commencent à assaillir Vegeta. Seulement, il sait qu'il ne peut pas avoir les Dragon Ball de la Terre, puisqu'il a
a battu Piccolo, cependant il sait que les Dragon Ball sont aussi présentes sur Namek, et après s'être fait soigner, eh bien il part là-bas et tente de réaliser son vœu, son objectif étant d'être immortel. Quand il arrive là-bas, il se retrouve confronté déjà à Frieza et ses hommes, mais également aux Terriens et Saiyans qui viennent d'essayer de venir récupérer les Dragon Ball pour ressusciter les leurs. En l'occurrence, on a Bulma, Kulilin et Gohan qui arrivent. Goku étant dans un sale état et n'ayant plus de Senzu, eh bien il doit attendre que ceux-ci soient prêts. Vegeta tente par tous les moyens de s'emparer des Dragon Ball, mais ne peut pas faire son vœu puisqu'il ne parle pas le Namek. On a toute une suite d'événements jusqu'à l'arrivée du commando Ginyu, où là Vegeta se fait laminer par Rikum qui est quand même un adversaire assez dangereux. On a un début de rapprochement entre Vegeta et la Z-Team à ce moment-là également, puisqu'il a aidé Kulilin et Gohan à se débarrasser de Guldo. Il affronte Rikum et on a justement une intervention de Kulilin et Gohan, puisque l'ennemi de nos ennemis peut être un allié temporaire. C'est vraiment l'optique, même si il n'hésitera pas à essayer de les trahir au moindre moment, et ça sera le cas également pour Kulilin et Gohan. Goku, là, démontre une puissance largement supérieure à la sienne, et là, il commence à douter, au point où il y a, pour moi, un brin de folie dans le personnage. Il arrive même à penser être supérieur à Frieza, jusqu'à ce que Frieza lui montre sa forme ultime, qui n'est même pas à 100%, et qui pourtant le lamine. Là, on a du désespoir sur Vegeta, on a un personnage qui voit tous ses rêves, tous ses objectifs, tout ce qu'il avait espéré s'écrouler, et qui finalement est abattu, et qui ne peut se tourner que vers son rival et ennemi, même si à ce moment-là, je sais pas si vraiment il le reconnaît comme un ennemi, mais plus comme un membre de sa race, et il espère que Goku sera celui qui exterminera Frieza, et qui pourra pas venger le peuple des Saiyans. Je pense pas que Vegeta soit vraiment à ce niveau-là, mais plutôt qu'il puisse d'une certaine manière venger son esclavage, et montrer que en mourant de la main d'un Saiyan, eh bien c'est une manière de punir Frieza qui au final les avait rendus à l'esclavage et détruit son peuple uniquement par peur de ce fameux Super Saiyan. Ensuite, on va avoir le retour de Goku, l'arrivée de Trunks, pas mal d'événements qui vont pousser Vegeta dans une sorte de dépression. Pendant son entraînement, il n'arrive pas à atteindre le niveau qu'il désire. Il va s'entraîner très très difficilement sans y parvenir. Et au moment où le désespoir le touche complètement, où une rage folle l'envahit parce qu'il n'arrivera jamais à rejoindre Goku, mais même ce mystérieux inconnu qui n'a même pas les cheveux noirs et qui est capable de se transformer lui en Super Saiyan, cette rage déclenche chez lui le Super Saiyan, et il redevient fier, prétentieux, et on le voit durant l'arc des cyborgs, déjà une première fois sur C19 et C20, ensuite sur C18 lorsqu'il y a l'affrontement entre C17 et C18 contre la Z-Team, et enfin contre Cell, puisque sans sa fierté mal placée, eh bien le personnage de Vegeta aurait largement pu abattre Cell et ne pas connaître les événements qui ont suivi, à savoir Perfect Cell, le sacrifice de Goku, la transformation en Super Saiyan 2 de Gohan. Voilà, plein d'événements qui n'auraient pas eu lieu et qui, d'une certaine manière, ont poussé Vegeta à intervenir pendant le combat contre Perfect Cell, au moment où Gohan était perdu lors du Kamehameha père-fils contre Cell. Eh bien, l'intervention de Vegeta, pour moi, est poussée par un sentiment de culpabilité. Après ça, on a un Vegeta qui repart dans une sorte de déprime. Il n'a plus envie de se battre, il n'a plus de raison de se battre, puisque la seule raison de se battre pour lui, c'était de battre Goku, de vraiment le battre, d'être supérieur, alors que Goku l'a largement dépassé. Et pendant 7 ans, eh bien, il s'entraîne, mais en même temps, voilà, il n'y a pas la possibilité, ni la volonté de se surpasser, comme Goku dans le Royaume des Morts, qui n'a plus les limites de la fatigue, et qui lui permettent d'atteindre le Super Saiyan 3 et de maîtriser mieux son niveau d'énergie. Et finalement, eh bien, quand Goku revient,
Vegeta, voyant le niveau de puissance de Goku, désire l'affronter, mais sait qu'il est supérieur et se laisse contrôler. Une fois de plus, le personnage retourne dans sa fierté mal placée. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est Goku. Il veut l'affronter, et quitte à laisser tomber ce qu'il avait construit pendant 7 ans avec Bulma et son fils Trunks. Là, il est redevenu le Vegeta fier, le prince des Saiyans, du moins en apparence, et va s'en suivre un combat durant lequel les deux rivaux sont approximativement de force égale, ils sont aussi blessés l'un que l'autre, et finalement, la sortie debout du cocon met un terme au combat, les deux décident de devoir essayer de régler le problème, et Vegeta prend conscience que tout est de sa faute, assomme Goku, prend un Senzu, et se dirige là-bas où il tentera d'affronter Boo, et finalement se sacrifiera. Plus tard, il reviendra d'entre les morts. Il y aura la fusion Potala entre les deux personnages. Quelque chose qu'on n'aurait jamais cru Vegeta capable de faire. D'autant plus que celui-ci a encore plus la haine de son rival, puisque celui-ci ne s'est jamais battu à 100% contre lui. Et que donc, du coup, jamais il n'avait pu égaler son rival. Il était très en dessous. Néanmoins, obligés de fusionner, ils le font en sachant, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre information que la fusion serait permanente. Ça voulait dire qu'il ne ferait qu'un avec son rival jusqu'à la fin des temps, ce qui pourrait être dur à avaler pour quelqu'un comme lui, et ce qui montre que le personnage avait déjà évolué. Et puis finalement, dans la dernière étape sur la planète des dieux, il se bat plusieurs fois contre Boo pour donner du temps à Goku de se reposer, puis de récupérer son énergie, et finalement, pour essayer d'aider Goku à former le Genki-Dama. Et ça vous montre que le personnage a pas mal évolué, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Dragon Ball Super, puisque à la fin, pour moi, de Dragon Ball, l'œuvre en manga, mais également dans l'anime Dragon Ball Z, Vegeta, même si il veut toujours gagner en force, a compris que il était qu'il était, il s'acceptait tel qu'il était, et la seule chose qui le motivait, c'était de pouvoir voir les progrès de Goku et les siens et pouvoir les comparer. En tout cas, c'est la manière dans laquelle j'ai interprété l'évolution de Vegeta, qui avait mûri et qui était devenu à part entière un membre de la Z-Team. Dans Dragon Ball Super et dans Dragon Ball GT, les choses sont différentes. Dans Dragon Ball GT, le personnage est mis très en retrait. Un personnage qui n'a plus de raison de se battre, qui s'est même laissé pousser une moustache et qui n'a plus d'yeux que pour sa fille et lui plaire. Pour finalement revenir sur le devant de la scène après l'arc de Baby, et finalement être capable d'atteindre lui aussi le Super Saiyan 4 et intervenir dans l'arc final. Plutôt intéressant, ça ajoute de l'intérêt, même si Dragon Ball GT, pour moi, n'est pas exempt de défauts, même s'il n'est pas non plus exempt de qualité. Et dans Dragon Ball Super, c'est un peu le héros équivalent à Goku, puisque les personnages sont plutôt mis sur un pied d'égalité, même si durant le tournoi du pouvoir, ou désormais pendant l'arc du patrouilleur galactique, des patrouilleurs galactiques, c'est le prisonnier, je crois, le prisonnier des patrouilleurs galactiques, le nom de l'arc, avec Molo, il a eu son moment de gloire, mais Goku a repris le dessus dans le dernier chapitre, le 64, avec le Migate no Gokui. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de Vegeta. Maintenant, attardons-nous sur une partie plus intéressante, je trouve, que ça. Si vous connaissez l'œuvre, tout ce que je vous ai cité, vous le connaissez. Arrêtons-nous sur le personnage, son évolution, mais surtout mon appréciation du personnage au gré du temps qui vient de passer entre mes débuts avec Dragon Ball et puis finalement aujourd'hui, puisque ça fait quand même pas mal d'années pour ma part que je suis un grand fan de Dragon Ball. Je pense que j'ai commencé aux alentours de 6 ans, donc ça doit faire 27 ans, pas loin en tout cas, que je suis fan de Dragon Ball, et j'ai pu suivre l'œuvre pratiquement dans l'ordre chronologique, même si j'avais accès parfois à des moments de l'histoire bien plus tard que d'autres, mais ça m'a permis en tout cas de voir l'évolution. Vegeta pour moi était l'anti-héros, un personnage froid, un personnage calculateur, un personnage plein de mauvaises intentions, et tout le contraire de Goku qui était la pureté incarnée, un modèle en fait à essayer d'atteindre, et au final, n'est-ce pas un petit peu ce que l'œuvre nous demande? Goku n'est-il pas un modèle de vertu, vers quoi
aspirer quand on est jeune, hein. Et finalement, en vieillissant, en fait, je me suis rendu compte que Vegeta, même si il est empli de défauts, même à la fin de l'œuvre Dragon Ball, le personnage est pourtant beaucoup plus humain que Goku ne l'a jamais été. Le cœur pur de Goku, ça en fait un personnage intéressant, il est vaillant, il a beaucoup de qualités de personnage de shonen, et pourtant Vegeta, lui, il a les défauts de l'humanité, des défauts sur lesquels on peut très vite se raccrocher. Et notamment la jalousie. Il est jaloux que Goku soit capable d'atteindre des niveaux avant lui qu'il pensait inatteignables. Il est jaloux que Goku ait ce don inné pour atteindre des choses, alors que c'est lui l'élite qui devrait en être capable. Il est jaloux de voir que Goku peut compter sur le soutien de ses alliés. Et ça, déjà, eh bien, ça marque une humanité dans le personnage qui pourtant à la base est montré comme inhumain et qui le rapproche de nous. Qui n'a jamais été jaloux de quelqu'un d'autre? Jaloux de la maison de son voisin, de la nouvelle console, de n'importe quoi. Toutes les raisons sont valables pour avoir de la jalousie. La fierté mal placée. N'y a-t-il jamais eu un moment où vous avez fait preuve de trop de fierté et où ça vous a causé du tort? Tout le monde, je pense, hommes comme femmes, ont connu ce genre de problème. Il y a aussi, au niveau du personnage, cette volonté et cette qualité, en quelque sorte, de ne jamais vouloir laisser tomber, coûte que coûte, même si ça lui oblige à faire de la cruauté. Cette partie-là n'est pas bien, et pourtant ça le rend humain. Beaucoup de personnes, pour atteindre les objectifs qui leur tiennent à cœur, seraient prêts à tout. À quoi seriez-vous prêts dès que ça serait pour sauver un être cher? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Eh bien, les objectifs sont différents et pourtant la réalisation est la même. Si je vous dis que la personne que vous aimez le plus au monde va mourir, mais que si vous voulez la sauver, il vous faut exterminer une centaine de personnes, eh bien, je pense que vous n'hésiterez pas longtemps. Maintenant, est-ce que vous serez capable de vivre avec ça? Là, c'est la notion. Et c'est là où chacun est différent. Mais vous pouvez en tout cas comprendre cette volonté. Pour atteindre ses objectifs, Vegeta était prêt à exterminer quiconque se mettait sur son chemin. Son côté vaniteux et égoïste de côté, Vegeta est aussi un personnage qui évolue grandement dans Dragon Ball. Beaucoup plus que Goku. Goku qui est un peu une sorte d'ermite avant l'âge et qui découvre le monde. Vegeta, lui, est un personnage qui est plein d'animosité, qui n'a pas envie de s'intégrer au groupe et de rejoindre cette Z-Team. Et malgré tous les efforts de tout le monde, c'est un personnage avec un très mauvais caractère qui parvient vraiment à lui faire cette entrée dans la Z-Team. C'est Bulma. Bulma qui est considérée déjà comme une des plus jolies terriennes, ce qui n'a pas dû déplaire à Vegeta, mais surtout qui au départ fait preuve d'un peu de gentillesse pour Vegeta, et qui se rendant compte de son mauvais caractère, eh bien ne se retient plus, ne le considère plus comme un ennemi ou comme une menace, un peu comme elle le fait avec Beerus, mais clairement le traite comme l'homme qu'il est. Un homme qui a besoin d'être remis à sa place, qui fera ce que la femme lui dira, et qui finalement fait preuve de beaucoup en fait de force guerrière, et un attrait que Vegeta, je pense, aurait apprécié chez une concubine Saiyan. Une femme forte, douée de caractère, et qui n'ait pas peur de lui dire ses quatre vérités. Et je pense que c'est de là que Vegeta a développé des sentiments. Alors au début, très peu, hein, Vegeta n'étant qu'une poule pondeuse, pour lui, au départ, ne voyant la femme que comme un objet qui permet de transmettre ses gènes et d'avoir de la descendance, un peu comme Goku l'avait fait lui aussi, en plus se rendant compte que les métis Saiyans étaient en général un peu plus forts que les Saiyans de base. Ça pourrait faire le sujet d'un podcast. Donc ne nous attendons pas là-dessus, mais au départ en tout cas je pense qu'il est parti là-dessus, en tout cas volontairement, même si au fond de lui je pense qu'il y avait des débuts de sentiments naissants. C'est vraiment après les 7 ans de vie avec Trunks et Bulma que là Vegeta a développé des vrais sentiments. On le voit notamment lorsque il doit abattre Boo et qu'il serre son fils dans ses bras
pour un dernier câlin père-fils, chose qu'il n'avait jamais faite à son fils, qui le met même un peu mal à l'aise, puisque bah, ça ressemble pas à son père. Pourquoi Vegeta lui fait ça? On pourrait penser que c'est simplement pour être à portée de lui, pour lui mettre un coup, mais Vegeta pourrait largement lui mettre un coup dans n'importe quelle disposition. Je pense qu'il a voulu, à ce moment-là, démontrer à son fils: souviens-toi que ton père t'aime, je sais pas te le dire avec des mots comme je le voudrais, mais cette accolade père-fils me le permet de te le montrer. On a déjà une évolution du personnage qui est en plus appuyé plus tard lors de son retour d'entre les morts, même s'il est toujours mort, avant la fusion, ce qui le décide à accepter la fusion Potala et qui en plus fait en sorte que même quand il apprend que la fusion sera permanente, le pousse à continuer. C'est en apprenant le décès de Trunks et de Bulma, enfin décès, en tout cas absorption de Trunks et le décès de Bulma qui est très cher. Et à ce niveau-là, ben voilà, Vegeta n'a plus qu'une raison d'avancer. Il faut exterminer ce monstre pour essayer de trouver une solution pour les ramener ensuite. Et puis finalement, eh bien, ce qui prouve que Vegeta n'est plus le monstre du début, même si on ne peut pas vraiment effacer les crimes qu'il a commis. Son cœur, en tout cas, c'est tellement assagi qu'il ne peut plus être considéré comme un ennemi. C'est lors de la résurrection de toutes les personnes sur la Terre, sauf les mauvais, pour que Dabra, mais également Babidi ne reviennent pas à la vie, ainsi que tous leurs sous-fifres bien sûr. Ces créatures étant négatives, ils ne voulaient pas qu'ils reviennent et qu'ils puissent leur mettre des bâtons dans les roues, alors que là, ben, en demandant à ce que les personnes mauvaises ne reviennent pas, eh bien, il était parti sur une base où ben, seuls les gentils reviendraient. Le fait que l'auréole de Vegeta disparaît à cet instant précis, et Goku c'est tu n'étais plus inscrit dans le registre des criminels, et donc ça montre que Vegeta n'est plus à ce niveau-là. Il reconnaît même plus tard la puissance de Goku, le fait que Goku est le numéro 1. Cet aveu de Vegeta, un homme fier, montre à quel point le personnage a évolué, et me permet aujourd'hui de dire que Vegeta est un des personnages que j'apprécie le plus par son humanité et par le fait que, malgré ses défauts, eh bien c'est peut-être un des plus humains de tous les habitants de la Terre actuelle. Même si dans Dragon Ball Super, je ne retrouve plus vraiment ce côté du personnage et c'est ce qui me déçoit. Votre avis m'importe énormément. Je veux pas faire la vidéo trop longue, un podcast de moins de 35 minutes, je trouve que c'est plutôt intéressant. On a débattu pas mal, j'ai essayé de séparer vraiment en deux parties, une partie historique, une partie où on détaillait beaucoup plus eh bien, comment le personnage avait évolué et comment je l'avais apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vraiment important, j'ai vraiment besoin de vous pour que les podcasts soient intéressants, puisque ce podcast est un bêta-test. Si, au fur et à mesure de mes podcasts, vous êtes plus nombreux à me soutenir à l'aide de pouces bleus, à l'aide de commentaires, eh bien, on pourra les faire en live. Et là, vous pourrez débattre directement avec moi durant la partie qui lui sera consacrée au débat. On aura vraiment une partie où je vous exposerai les choses. Et puis ensuite, on parlera par le chat. Et vous pourrez me donner votre avis. Et je pourrai justement en débattre avec vous. Et peut-être que vous aurez des avis qui divergent. Mais pour en arriver à ce niveau-là, eh bien, il faut que vous m'aidiez sur ce podcast. Comme je vous ai déjà dit à vous mes chers abonnés, et peut-être pas à vous qui venez d'arriver sur cette vidéo par hasard, hein, peut-être, mon objectif c'est d'accroître notre communauté et je me fiche complètement des dons qui à l'heure actuelle ne m'aideraient de toute manière pas. Donc je préfère vraiment votre soutien, de vous sentir derrière moi pour faire évoluer cette chaîne et qu'on puisse faire de plus en plus de choses qui soient intéressantes dans plein de domaines différents. Donc n'hésitez pas à me soutenir de la meilleure manière qui soit. Et puis, merci à ceux qui le feront. Et puis, je vous en veux pas à ceux qui ne le faites pas. Je peux comprendre que le contenu ne vous ait pas plu ou au contraire, eh bien, que vous n'en aviez pas envie. Mais sachez qu'en tout cas, ceux qui le feront, ça sera très apprécié. Merci de tout cœur pour avoir regardé ce petit podcast. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, en plus de me donner votre avis sur le personnage de Vegeta. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, mais également sur de nouveaux podcasts avec, je l'espère, des retours de votre part pour faire encore mieux. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, salut!